êtes sur Africa Today Télévision. Si vous nous rejoignez, bonsoir à tous. Voici les titres du journal de ce mercredi 28 septembre 2016. Dans le pays, le dialogue politique inter-guinéen est à son 5e jour ce mercredi au Palais du Peuple. Les partis réunis ont remarqué ensemble que le fichier actuel guinéen présente des anomalies. Ils recommandent alors un audit approfondi du fichier d'ici le 30 juin 2017. Et puis cela fait 7 ans, jour pour jour, ce 28 septembre, que la Guinée a vécu une catastrophe, celle du massacre du 28 septembre 2009 au stade du même nom. Et pour cette commémoration, ce mercredi, le collectif des associations des victimes réclame encore une fois que justice soit rendue. Dans le monde, l'Israël est en deuil. L'ancien président Shimon Peres a tiré sa révérence ce mardi. Sage de la nation, il avait obtenu le prix Nobel de la paix des accords d'Oslo. C'est tout pour les titres. C'est tout pour ce sommaire. Bienvenue dans ce 20h. Dans le pays, 5e jour du dialogue politique interguinéen ce mercredi, les partis en pourparlers ont ensemble observé que le fichier actuel guinéen présente des carences sérieuses. C'est pourquoi le cadre de concertation recommande qu'il soit assaini et consolidé. Pour ce faire, les partis demandent qu'un audit approfondi du fichier soit effectué et produire un rapport final au plus tard le 30 juin 2017. Le compte-rendu de notre reporter Sayon Kourouma. Ce mercredi était un peu comme la continuation des 2 dernières journées. Les débats sans nul doute houleux ont essentiellement porté sur le fichier électoral. De concession en concession, les partis, mouvances et oppositions ont trouvé un accord de procéder à un audit du fichier électoral avant le 30 juin 2017. Nous avons donc retenu qu'un audit approfondi du fichier sera effectué. Cet audit devrait être achevé et on devrait disposer de son rapport final au plus tard le 30 juin 2017. Pour préparer cet audit, un comité technique paritaire va être constitué et devra élaborer des cahiers de charges qui devraient être disponibles au plus tard donc le 30 novembre de cette année. Ce cahier de charges donc va indiquer quelles seront les actions, les activités, les études, les analyses, les examens à faire pour que toutes les défaillances du fichier soient effectivement identifiées. Les résultats de cet audit seront destinés à la CENI et au comité de suivi. L'institution électorale utilisera ces données pour corriger le fichier en vue de la révision ordinaire d'octobre 2017. En conséquence, la mise à exécution de ces travaux permettra d'obtenir une liste électorale acceptée de toutes les parties. Nous espérons qu'à la suite de cela, en octobre 2017, la CENI doit pouvoir sortir un fichier consensuel. Je remarque que partout dans le monde, il n'y a pas de fichier parfait, mais il peut y avoir un fichier consensuel. En fin 2017, il y aura un fichier qui va tenir compte des recommandations de ce cabinet pour que les élections à venir se passent avec moins de contestation, se passent dans un environnement plus apaisé et empreint de confiance mutuelle entre les acteurs politiques du pays. Vu les compromis, le président du cadre du dialogue, le général Bourema Condé, se réjouit des résultats déjà obtenus. Je crois que, encore une fois, aujourd'hui, c'est la Guinée qui a gagné, opposition et mouvance, avec la bonne observation de nos partenaires bi- et multilatéraux. Le débat s'est très bien déroulé, la société civile était là, la CENI a fait des exposés par rapport au fichier, et c'est le résultat donc, que je viens de vous donner. Les partis se retrouvent jeudi 29 septembre au compte de la 6e journée, toujours au Palais du Peuple de Conakry. Comment développer un réseau d'échanges, d'expériences et d'informations sur les pratiques de financement de l'entretien routier en Afrique et sur le fonctionnement des fonds eux-mêmes? C'est le souci de l'association des fonds d'entretien routier africains, CAFERA en abrégé. Les membres de la structure sont actuellement réunis à Conakry autour du thème « Les défis de l'application du règlement numéro 14 et la problématique du financement de l'entretien routier ». Le compte-rendu de Moussa Sefa Kamara.
L'objectif recherché de cette 9e réunion de Conakry consiste à promouvoir le renforcement des relations de travail entre les responsables des fonds d'entretien membres du groupe focal et harmonieux des fonds routiers. Selon le président d'AFERA, il y a des acquis certes, mais les efforts doivent être davantage fournis. Dans la plupart de nos pays membres, les objectifs de recettes se sont considérablement améliorés. Les audits financiers et techniques auxquels nous sommes tous soumis montrent que la gestion des ressources est saine, transparente et pour l'essentiel, permettez que je le dise, irréprochable. Il est urgent de revoir le niveau de redevance d'usage routier à la hausse, tout comme celui des quotas alloués dans les différents budgets, afin d'améliorer le niveau de revenus permettant d'assurer un entretien adéquat répondant aux besoins réels. Pour la ministre des Travaux publics, le comportement de certains citoyens contribue à la destruction de nos réseaux routiers. Il faut ajouter le manque de service de certains citoyens qui transforment les caniveaux en dépotoirs d'ordures ménagères, occasionnant le déversement des eaux sur la chaussée. Ils brûlent les pneus et les ordures sur la chaussée. Ils repartent les véhicules sur la chaussée, entraînant la dégradation prématurée de nos routes. Les routes jouent un rôle primordial dans le développement socio-économique d'un pays. Mamadi Youla, Premier ministre, revient sur l'importance des infrastructures routières. Elles procurent les liens entre les centres de production et les marchés pour les secteurs économiques comme l'agriculture, les mines, le tourisme et l'industrie. Elles facilitent également le déplacement des personnes et de leurs biens le long des corridors d'import-export liant les pays enclavés et les ports côtiers et promettent ainsi le commerce. Poursuivant son intervention, le Premier ministre a également notifié les conséquences de la dégradation des routes. Sans un entretien adéquat et opportun, les routes se détériorent très rapidement en conduisant vers des coûts de fonctionnement de véhicules très élevés et en augmentant le nombre d'accidents. Le résultat est que les coûts du transport routier deviennent élevés et impactent négativement les avancées en matière de développement socio-économique. La problématique de la protection des infrastructures routières à travers la lutte contre la surcharge des camions à poids lourds, le financement de l'entretien routier de la sous-région seront au cœur des réflexions pendant ces 2 jours avec les 12 pays membres de l'Association des fonds d'entretien routier africains, AFERA. La Guinée se dote d'un document de politique nationale de protection sociale. Cet outil devra servir de base institutionnelle et programmatique pour la lutte contre les chocs sociaux. Il permettra également d'améliorer les conditions de vie des citoyens et consolider le capital humain. La validation de ce document a mobilisé tous les acteurs impliqués dans la protection sociale. Les précisions avec Alcine Diallo. Selon les statistiques, 3 enfants sur 5 moins de 18 ans vivent en dessous du seuil de la pauvreté, soit plus de 3 millions d'enfants. Et ce document viendrait inverser ce stade tout en améliorant la couverture sociale à travers l'accès aux services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé et le logement. Son élaboration a été possible grâce à la mise en place d'un comité ministériel et les partenaires impliqués dans la protection sociale. La politique qui vous est proposée d'amender et de valider s'inscrit également dans le cadre de la stratégie nationale de relance socio-économique post-Ebola de notre pays et dans la vision 2035 de la Guinée. Elle couvre à la fois les questions de protection de l'ensemble des populations en général, mais spécifiquement celles pauvres et vulnérables dont les femmes, les enfants, les personnes porteuses d'handicap, celles du 3e âge et les jeunes en quête d'emploi. Ce document donc dont vous avez l'opportunité aujourd'hui d'examiner est le résultat d'un travail consensuel, participatif et inclusif de tous les acteurs au niveau central et décentralisé. Cet atelier est une occasion donc d'examiner, d'amender et de valider ce document de la politique nationale de protection sociale. Pour le représentant adjoint de l'UNICEF en Guinée, cet outil sera un instrument pour les autorités dans la lutte contre les travers sociaux. La validation de la politique de protection sociale de la Guinée enclenchera un ensemble spécifique d'actions
pour pallier la vulnérabilité des populations. Pour, premièrement, la sécurité sociale, qui offre une protection contre les aléas de la vie et l'adversité. Deuxièmement, une assistance sociale qui offre des allocations en espèces ou en nature pour soutenir les plus démunis et leur accorder une grande autonomie. Troisièmement, des efforts d'inclusion qui renforcent les capacités des personnes marginalisées à accéder à la sécurité sociale et à l'assistance sociale. En encourageant tous les acteurs à multiplier les financements auprès de l'État pour l'obtention des résultats dans le cadre de cette politique nationale de protection sociale, la ministre de l'Action sociale a indiqué que l'application de ce document nécessite des moyens tels que la poursuite du renforcement des capacités du personnel de mise en œuvre de la politique, en particulier les membres du comité interministériel et des secrétariats exécutifs. La professionnalisation des services des travailleurs sociaux qui, bien que pleins de motivation, n'en sont que très peu qualifiés pour leur métier. L'inscription et l'alimentation des lignes budgétaires qui supportent la protection sociale. Par ailleurs, la mobilisation des ressources financières est souvent une grosse victime des programmes de protection sociale. C'est pour la première fois depuis son accession à l'indépendance que la Guinée se dote d'un document de politique nationale de protection sociale. Comme je l'ai annoncé au début de ce journal, 7 ans après les événements tragiques du 28 septembre 2009 au stade du même nom, le collectif des associations des victimes a commémoré ce mercredi l'ancêtre de ces massacres. En conférence de presse à Conakry, les victimes réclament toujours la justice dans cette affaire. Les précisions avec Saloum Kondé. Le 28 septembre 2009, ce jour-là, selon les Nations Unies, 150 personnes ont été tuées, plusieurs femmes violées et d'autres violentées par les militaires. Ces massacres sont intervenus lors d'une manifestation pacifique organisée par les acteurs politiques au stade du même nom. Ces manifestants protestaient contre la junte militaire au pouvoir dirigée par le capitaine Moussa Dadis Camara. 7 ans après ces événements douloureux, les victimes demandent toujours que lumière soit faite. En ces jours de commémoration, la présidente des femmes victimes demande au peuple de Guinée des devoirs. Le premier devoir, c'est le souvenir. Rien ne serait pur d'ajouter le silence à la peine. Le second devoir, c'est de venir en aide aux victimes du 28 septembre et reconnaître leurs souffrances. En 2010, une commission d'enquête avait été mise en place et la procureure adjointe de la CPI, Fatou Bensouda, avait effectué des visites de terrain, demandant à la Guinée d'accélérer l'instruction afin d'ouvrir le procès. Pour les victimes, le procès oui, mais en plus, elle demande une enquête plus exhaustive. Avant justice, d'abord, nous réclamons les charniers. Parce que nous sommes là, nous sommes en deuil. Nos familles sont en deuil jusqu'à présent. Ça fait 7 ans comme ça, nous sommes en deuil. Est-ce que vous comprenez? Nous réclamons les charniers de nos illustres disparus. C'est ça notre priorité avant justice. Plus loin, Mamadou Bayloba précise qu'ils ne sont plus accompagnés par l'opposition. Pourtant, c'est cette manifestation qui a permis à la Guinée de connaître un pouvoir civil, a-t-il déclaré. Ils ont sacrifié des milliers de personnes. Certains ont été disparus, certains ont été blessés et certaines femmes ont été violentées. Normalement, c'est eux qui doivent être devant, nous organiser pour fêter la commémoration des événements douloureux et tragiques du 28 septembre. Nous déplorons vraiment l'attitude de l'opposition guinéenne. Ces événements du 28 septembre ont également laissé des veuves. Certaines de ces femmes qui n'ont jamais vu le corps de leur mari le réclament. J'ai toujours les mêmes souvenirs qui sont tristes. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas où se trouve mon mari. Je ne sais pas s'il est mort ou bien s'il est vivant. On n'a jamais retrouvé son corps, on n'a pas pu l'enterrer comme il le faut. Je demande à l'État de nous aider, que justice soit rendue, qu'il nous montre là où sont nos maris, nos pères, nos frères, nos sœurs, pour que nous aussi nous puissions les enterrer comme il le faut. Pour cette 7e commémoration, aucune activité majeure n'a été organisée par les autorités.
Sport dans cette édition, comment réussir la promotion du sport en milieu universitaire? La question préoccupe le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce mercredi, la commission d'organisation des finales de ces Jeux universitaires de Guinée était face à la presse à Koleya dans le but de communiquer sur le programme du déroulement de ces activités. Ces finales se tiendront du 5 au 6 novembre 2016 à Fria. Le compte rendu de Diao Bachir et Saalou Yombuno. Créer l'émulation, la cohésion et la fraternité entre les universités à travers le sport, c'est l'objectif que se fixe la commission d'organisation de cette deuxième édition. Le démarrage des phases finales des Jeux universitaires de Guinée va connaître deux étapes qui se dérouleront à Conakry au mois d'octobre prochain. Première étape qui est donc les demi-finales qui sont prévues les 27, 28 et 29 octobre à Conakry. Première étape. Et les phases finales qui sont prévues à Fria, normalement le 5 et le 6 novembre. Le football, le volleyball ou encore le cyclisme sont autant de disciplines sportives sélectionnées pour la phase finale de cette deuxième édition. Une édition qui regroupe plusieurs universités publiques et privées, et c'est bien Fria qui abritera cette fois-ci la finale de ces Jeux universitaires. Le choix de la préfecture, selon les organisateurs, n'est pas fortuit. Et vous savez que depuis un certain temps, la ville de Fria a traversé des moments très difficiles. Le ministère a décidé de prendre la ville de Fria comme ville hôte pour la finale. Pérenniser cette action permettra à la Guinée de rehausser le niveau du sport en milieu universitaire, a précisé Madame le chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nouvelle année scolaire, on en parle dans cette édition. Dans moins d'une semaine, les portes des écoles seront ouvertes sur toute l'étendue du territoire national, au compte bien sûr du secondaire. Les préparatifs pour une bonne rentrée scolaire 2016-2017 vont bon train. Notre reporter Diao Bachir est allé au lycée équipé et suivez son constat. Au lycée équipé, selon les responsables, l'établissement est tout à fait disposé à accueillir les élèves dans des conditions requises pour l'année scolaire 2016-2017. Pour le directeur communal de l'éducation de Ratoma, c'est un soulagement moral de constater que la plupart des établissements publics sont en train d'être assainis. Même si Ibrahima Kalva Fofana reconnaît que beaucoup d'autres écoles de la commune ont besoin de rénovation. L'assainissement dont je parle est une réalité. Il y a des écoles qui ont besoin d'une rénovation comme le lycée Symphonia, comme l'école primaire de la Tourma Centre. Aucun aspect n'est négligé pour permettre aux élèves de reprendre les cours dans un cadre acceptable, nous indique le censeur chargé des 12e et terminales au lycée Kipé. Dans le cas du mobilier, on n'a pas de problème. Au niveau de l'assainissement, vous venez vous-même de faire le constat à votre entrée. La concession scolaire est en train d'être nettoyée sérieusement. Et pédagogiquement, vous nous avez trouvé sur tous les différents travaux. L'emploi du temps est déjà prêt. Les extraits seront prêts bientôt. Les professeurs rentreront en position de ces différents éléments-là. Quant à la répartition des élèves par classe, toutes les répartitions sont déjà faites. Les groupes pédagogiques sont déterminés. Et il ne reste qu'à ouvrir les portes et à démarrer les cours normalement comme convenu. Et ces cours débuteront cette année avec l'ouverture d'un centre informatique permettant aux élèves de faire des recherches. Ceci est, selon Amadou Bari, l'une des innovations que les responsables de cet établissement public ont accueilli avec satisfaction. Nous avons un centre informatique performant qui est là, qui est prêt à ouvrir ses portes dès le début de l'année. Ça, c'est un élément. Et nous avons aussi l'amicale des anciens élèves du lycée équipé. Depuis les années 90, les années 2000, cette amicale-là aussi est entièrement à notre disposition. Elle a l'intention d'implanter beaucoup de choses au niveau du lycée, notamment un laboratoire pour permettre aux enfants de passer aussi à des séances pratiques. Au niveau national, Ratoma avait enregistré lors des examens précédents 80% d'admis pour le CEP1, 60% pour le brevet et 55% au compte du baccalauréat unique. L'Israël est en deuil. Le pays pleure la disparition du dernier de ses pères fondateurs. Shimon Peres est mort dans la nuit du mardi. Il avait obtenu un prix Nobel qui célébrait son engagement pour la paix avec les Palestiniens. Regardez.
1993, une poignée de main historique, la paix fragile et scellée, résultat de près de 10 ans de négociations secrètes avec l'OLP que Shimon Peres entame en 1984. Alors Premier ministre, il partage le pouvoir avec le dirigeant de la droite Yitzhak Shamir, farouche opposant à la création d'un État palestinien. Shimon Peres doit le convaincre de l'importance de négocier avec l'OLP, mais se garde de lui parler de paix. Nous avons dit à M. Shamir que nous cherchons un contact avec l'OLP. C'est contre la morale, le minimum moral. Seulement Peres était capable de faire des choses pareilles. C'est en développant la capacité militaire d'Israël que Shimon Peres bâtit sa carrière politique. En 1947, Ben Gurion le recrute pour préparer la guerre contre les Arabes. Il a 24 ans. Je m'appelle très bien. Les premiers jours, j'étais vraiment un petit garçon, si vous voulez. Israël nouvellement créé est frappé d'un embargo de l'ONU sur les armes. Le jeune Peres doit en trouver. Nommé directeur général du ministère de la Défense, Shimon Peres s'attelle à la construction de l'industrie militaire du pays et démarre le programme nucléaire israélien. S'il y a un seul pays qui a vraiment besoin d'une alternative nucléaire, c'était nous, c'était Israël. De la guerre au prix Nobel de la paix, Shimon Peres n'y voyait pas de contradiction. Pour lui, Israël avait démontré sa supériorité militaire. La paix était maintenant possible. 3 fois Premier ministre, il ne l'aura été que par intérim ou provisoirement. Jamais après avoir conduit son camp à la victoire électorale. Des défaites qui lui ont valu le surnom d'éternel perdant. En 2007, il devient président de l'État d'Israël, un rôle honorifique qu'il assumera jusqu'en 2014. En 1996, il fonde le Centre Peres pour la paix afin de rapprocher Israéliens et Palestiniens. Shimon Peres n'aura pas vu la paix durable de son vivant, mais il aura passé le flambeau à cette génération de jeunes qui rêvent, elle aussi, d'un monde meilleur. Le décès de ce sage de la nation israélienne suscite des réactions mitigées dans les villes du pays. Certains pensent que l'ancien président israélien n'était pas aussi sage qu'on le fait croire. Suivez. La mort de Shimon Peres suscite des réactions dans les territoires palestiniens. De la bande de Gaza, le Hamas salue le décès, je cite, d'un criminel. À Ramallah, le président Mahmoud Abbas rend hommage, lui, à un partenaire courageux pour la paix. Mais pour l'homme de la rue, le prix Nobel de la paix apparaît sous une autre facette. Nous sommes un peuple qui aime la paix et la liberté, donc Peres devra répondre devant Dieu de ce qu'il a fait. Il a violé à de nombreuses reprises le droit des Palestiniens et la cause palestinienne. Celui qui a négocié les accords de paix d'Oslo et milité pour l'existence de 2 États côte à côte est aussi considéré comme l'un des artisans de l'occupation. Il a été l'un des fondateurs de son État, ou de ce qu'ils appellent l'État d'Israël. Il a beaucoup fait, il a mené des guerres et tout ce qu'il a fait, c'était pour lui, pour son État et pour l'asseoir sur cette terre. L'ancien président israélien a occupé pendant 50 ans la vie politique d'Israël et en effet cautionné en tant que ministre de la Défense dans les années 70 la colonisation de la Cisjordanie occupée. Un guerrier vu d'ici plutôt qu'un homme de paix. Comment un homme de paix se doterait-il de l'arme nucléaire? Car c'est lui qui l'a amené en Israël. Allusion au programme nucléaire israélien dont Shimon Peres fut l'artisan à ses débuts, d'où l'hommage ce mercredi de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a salué une personnalité qu'il a qualifiée de visionnaire et de champion de la sécurité de son pays. Pour finir cette édition d'information en Syrie, les bombardements à Alep continuent. Entre combattants rebelles et loyalistes, les civils sont pris entre 2 feux. Parmi eux, plusieurs enfants pris au piège de la guerre. Reportage. Dans ces quartiers d'Alep éventrés, 250 000 civils survivent sous des bombardements incessants. Cette zone est sous contrôle de la rébellion. Sous ces gravats, il y avait autrefois des parcs où jouaient des enfants. Des enfants, aujourd'hui victimes par dizaines des bombardements des derniers jours. Ils sont soignés dans des hôpitaux de fortune. Les médicaments manquent, le matériel de soins aussi. Pendant les bombardements, les enfants sont mis en sécurité dans des abris souterrains, comme celui-ci. À la première accalmie, ils sortent dans la rue
et jouent à la guerre. Regardez l'avion. Il est là. Tu le vois? Abattez-le les mecs. Allez. Ouais, nous l'avons eu. Nous l'avons eu. Dans le monde des enfants d'Alep, la guerre est leur unique jeu. Ils n'ont connu qu'elle. Khaled Aboudi a 7 ans. Nous nous défendons avec nos armes. Nous les avons fabriquées. Ça, c'est un pistolet. Et on peut lui mettre des cartouches et tirer sur les avions. Comme ça. Je mets la cartouche ici. Et après, je charge comme ça. Et je tire. Ce sont des habitants de ces quartiers assiégés et bombardés qui nous envoient ces images. Les enfants semblent insouciants. Tiens, prends cette bombe. Mais au-delà de leur jeu, les parents sont confrontés à leurs angoisses et à leurs cauchemars. Les enfants vont vraiment très mal. À cause des avions, des bombardements, ils paniquent. Ils se réfugient dans la maison. Ils pleurent. Dans le ciel, les avions russes et syriens tournent avant de larguer de nouvelles bombes. Fini ce journal du soir, mesdames et messieurs. Merci à tous pour l'attention. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de TATV. Au revoir.